Vous vous demandez peut-être, et c'est bien normal, d'où vient votre anxiété, vos crises d'angoisse, votre dépression ou ce mal-être constant que vous pouvez ressentir. Est-ce que cela vient uniquement de votre passé? Si c'est le cas, vous pourriez aller voir un psy traditionnel qui va chercher avec vous la cause exacte de vos problèmes dans votre enfance pendant des heures. Est-ce que c'est efficace? Vous connaissez la réponse si vous l'avez déjà fait. Il est possible que vous ayez passé des heures à discuter de votre passé avec votre psy sans succès. Et pourtant, il a vraiment insisté pour que vous continuiez avec lui, vous disant « Vous savez, on ne peut pas avoir des résultats tout de suite, soyez patient. » Oui, mais après 2 ans et quelques milliers d'euros dépensés, vous avez fini par comprendre que vous n'avancerez jamais avec lui, même si, je le conçois, ça fait du bien d'avoir une oreille attentive et bienveillante. Et votre anxiété et vos crises d'angoisse continuent toujours à vous gâcher la vie. Quelle est leur origine? Selon moi et la thérapie cognitive et comportementale que je pratique, tout provient de vos pensées. Je sais, c'est difficile à croire, car lorsque vous avez des vertiges, des sueurs froides, un cœur qui bat trop vite, vous pourriez penser que ce sont les sensations qui sont responsables de cela ou quelque chose d'autre. Mais non, les scientifiques sont formels. Tout commence par une pensée. Je fais référence à une pensée automatique que vous ne percevez pas ou difficilement, tant elle surgit rapidement. Une pensée qui viendrait de votre inconscient, comme pourrait le dire le psy dont j'ai parlé plus haut. Ces pensées sont un peu comme les pop-up sur les sites internet, elles apparaissent et disparaissent instantanément. Dans mon jargon, je préfère les appeler pensées automatiques, un peu comme lorsque vous changez les vitesses de votre voiture. Vous avez tellement l'habitude de le faire que vous n'y pensez plus, vous le faites inconsciemment tout en discutant avec votre conjoint ou conjointe. Vous entendrez aussi parler du terme distorsion cognitive qui a été développé par le psychiatre Aaron Beck pour soigner la dépression dans les années 60 aux États-Unis. Il a d'ailleurs créé un exercice ultra puissant pour s'entraîner à être plus positif et cela a plutôt bien fonctionné sur lui et ses patients. En effet, la vie d'Aaron Beck fut hélas pour lui jalonnée d'épreuves sur le plan de la santé, mais il fit preuve d'une incroyable résilience. Lorsqu'on lui diagnostiqua un cancer à un âge déjà très avancé, il entama les traitements avec philosophie. Beck était convaincu des capacités du mental à surmonter l'adversité. Il mit en pratique les principes de sa propre thérapie cognitive. Thérapie cognitive, c'est une thérapie basée sur les pensées pour rester positif. Et même partiellement paralysé à 85 ans après un AVC, il demeura optimiste sur ses capacités de récupération. Et malgré une cécité progressive liée à ce qu'on appelle la dégénérescence maculaire, Beck continua de dicter ses articles et ses livres. Ses proches disaient de lui qu'il avait une énergie et une passion contagieuse pour la vie. Aaron Beck insuffla l'espoir chez ses patients comme chez lui-même. Et il disait « Restez concentrés sur ce que vous pouvez faire, pas sur ce que vous ne pouvez plus faire. » Mais revenons à ces fameuses distorsions cognitives qui sont comme des lunettes spéciales mais qui déformeraient votre perception des choses. Parfois, elles amplifient des problèmes mineurs en problèmes majeurs ou peuvent vous faire croire que les gens vous détestent. Et même si c'est absolument pas vrai, elles peuvent vous tromper en vous faisant voir les choses d'une manière qui est parfois inexacte, comme si vous portiez des lunettes magiques qui modifient votre réalité. Et cela peut vous sembler effrayant et vous pourriez penser « Attends, il est en train de me dire que ce sont ces pensées qui surviennent automatiquement, que je ne vois pas, qui vont créer mon mal-être. Mais c'est absolument terrible, c'est dans ma tête et je ne vais pas pouvoir m'en débarrasser. » Pour vous,
Cela peut sembler être un ennemi invisible, un peu comme si vous aviez un moustique la nuit que vous entendez bourdonner autour de vous, comme ça arrive beaucoup en ce moment cet été, avec les chaleurs, mais que vous ne voyez pas et qui finira par vous piquer si vous ne faites rien. Mais rassurez-vous, il est possible d'intervenir, d'agir sur ces pensées négatives, sur ces distorsions cognitives. Il s'agit simplement, dans un premier temps, de reconnaître ce qui vous préoccupe beaucoup et de mettre à jour ces fameuses pensées destructrices. Et c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Vous allez apprendre 14 types de pensées qui reviennent souvent, mais surtout je vais vous donner des conseils pour les mettre à distance pour vous sentir beaucoup mieux. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous reconnaître dans toutes ces pensées et heureusement, mais peut-être dans une ou plusieurs d'entre elles. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour embarquer avec moi pour un voyage dans le monde des pensées négatives? La première distorsion cognitive est appelée tout ou rien. Cette manière de penser est caractérisée par une catégorisation absolue. Tout est soit un triomphe, soit un vrai désastre. Soit on est parfait, soit on est un loser. Soit le temps est ensoleillé, soit il pleut. Si vous tombez dans ce piège cognitif, vous avez du mal à accepter des réalisations partielles ou à vous contenter du « bah ouais, c'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal ». Et vous allez tendre à tomber dans le perfectionnisme. Prenons l'exemple de Sarah, une directrice des ventes. Sarah s'est investie à fond dans une présentation pour un potentiel client. Malheureusement, malgré tous ses efforts, le client a choisi de ne pas signer le contrat. Si Sarah succombe à la pensée tout ou rien, elle risque de penser « je n'ai pas réussi à conclure cette affaire, je suis donc une mauvaise vendeuse. Si je n'ai pas réussi avec ce contrat, je ne pourrai donc jamais en signer un autre. » Cette pensée néglige tous les autres facteurs qui auraient pu influencer la décision du client, comme son budget, le timing, ou même une simple préférence pour un produit concurrent, ça arrive. De plus, elle ne tient pas compte du fait qu'elle a déjà réussi à conclure de nombreux contrats par le passé. Et pour vous aider à prendre du recul et à éviter de tomber dans ce piège cognitif, vous avez besoin de prendre conscience que parfois le ciel n'est pas toujours soit bleu, soit noir. Il peut, bien sûr, parfois être gris. La généralisation, cette pensée négative, consiste à tirer une règle générale ou une conclusion définitive basée sur un ou plusieurs incidents isolés. Ainsi, Pierre a obtenu un rendez-vous avec une femme qui l'intéressait beaucoup. Hélas, la soirée ne s'est pas vraiment passée comme il l'avait prévu. Il n'a pas réussi à la séduire. Et cette femme n'a pas voulu donner suite à cette rencontre. Pierre, s'il tombe dans le piège de la généralisation excessive, pourrait penser « ce rendez-vous de toute façon est un désastre. Personne ne voudra jamais de moi et de toute façon, je ne vais jamais trouver le grand amour. » S'il pense ça, cela ignore les nombreuses variables qui peuvent influencer une seule rencontre. Peut-être que Pierre était vraiment stressé ce jour-là et il va faire mieux la prochaine fois. Peut-être que la femme avait des attentes totalement différentes de lui. Ou peut-être tout simplement qu'il n'était pas compatible. De plus, cela néglige toutes les relations futures de Pierre qui pourraient très bien se passer et Pierre pourrait se décourager. En reconnaissant cette tendance à la surgénéralisation, Pierre peut développer une vision plus réaliste et nuancée de la situation, ce qui lui permettra de surmonter cette déception et d'aborder les futures rencontres avec plus de confiance et surtout de rencontrer la femme de sa vie. Troisième distorsion cognitive, c'est le filtrage. Le filtrage mental ou filtrage négatif est une distorsion cognitive où vous allez vous concentrer sur les aspects négatifs d'une situation en ignorant complètement ou en minimisant tous les aspects positifs. C'est un peu comme si vous versiez une simple petite goutte d'encre dans un pichet d'eau qui va colorer tout le pichet. Prenons l'exemple d'un de mes clients.
Jean a une peur intense des hauteurs et j'ai travaillé avec lui sur un exercice d'exposition pour l'aider à surmonter cette peur. Nous avons planifié une sortie où Jean est monté au sommet d'un petit bâtiment. Il a réussi à accomplir cet exercice malgré sa peur intense et son inconfort. Et c'est vraiment un véritable exploit pour lui, étant donné sa peur d'origine. Cependant, après l'exercice, Jean a commencé à se concentrer uniquement sur les aspects négatifs de l'expérience. Il a dit « Qu'est-ce que c'était difficile, extrêmement difficile. J'ai eu peur tout le temps. » Il a même considéré l'exercice comme un échec parce qu'il n'a pas été complètement à l'aise. Ainsi, vous le voyez, Jean est totalement tombé, la tête la première, dans le filtrage négatif. Il a ignoré le fait qu'il avait réussi à faire face à sa peur, et ça c'était génial, qu'il avait atteint le sommet du bâtiment et que ça a représenté une étape importante dans son processus d'exposition à sa peur. Alors j'ai aidé Jean à reconnaître la tendance qu'il avait à filtrer les expériences à travers un prisme négatif. Et Jean a pu reconnaître enfin ses progrès et voir son succès, même s'il ne s'est pas senti complètement à l'aise. Grâce à ça, il a continué à travailler sur sa peur des hauteurs avec une perspective vraiment plus positive et réaliste. Et à ce jour, il n'a plus peur des hauteurs. Quatrième distorsion cognitive, la disqualification du positif. La disqualification du positif est une forme de pensée négative où vous ignorez ou minimisez vos réussites et vos expériences positives. C'est comme si vous aviez un filtre qui efface toutes les bonnes choses qui vous arrivent. Même si vous accomplissez quelque chose de bien, vous pouvez penser que c'était juste de la chance ou que ce n'était pas si important que cela. Reprenons l'exemple de Jean, qui a réussi à s'exposer, comme je vous l'ai dit, à la peur des hauteurs, mais il m'a dit « Oui, mais tout le monde peut le faire. J'ai eu beaucoup de chance cette fois-ci. C'était juste un petit bâtiment, pas la tour Eiffel, et ma femme était là pour me soutenir. » J'ai également aidé Jean à reconnaître cette tendance, à rejeter le positif et à apprécier ses succès et à prendre confiance en ses capacités à poursuivre son traitement avec une vision beaucoup plus optimiste de ses progrès. Cinquième distorsion, sauter aux conclusions. Dans cette distorsion cognitive, vous allez tirer des conclusions hâtives ou prématurées, sans preuves suffisantes ou sur la base de très peu d'informations. On peut classer cette distorsion en deux types. La lecture de pensée, et là vous supposez que vous savez ce que les autres pensent ou ressentent sans avoir de preuves réelles. On pourrait appeler, comme on appelait ça autrefois, la diseuse de bonne aventure. En effet, vous faites des prédictions négatives sur l'avenir, malgré l'absence de preuves suffisantes. C'est comme si vous aviez une boule de cristal défectueuse qui ne montrait que des avenirs sombres et négatifs. Par exemple, imaginons que vous envoyez un email à un collègue et que vous n'obtenez pas de réponse immédiate. Si vous sautez tout de suite aux conclusions, vous pourriez penser « Il est en colère contre moi. Il ne respecte pas mon travail. » Cependant, il peut y avoir de nombreuses autres raisons pour lesquelles vous n'avez pas reçu de réponse immédiate, comme le fait que votre collègue est occupé ou qu'il n'a pas encore vu votre email. Sixième distorsion, exagération et minimisation. Cela ressemble à ce dont on a parlé avant, sauter aux conclusions. Vous donnez plus de poids aux échecs ou à ce que vous percevez menaçant ou difficile et vous accordez beaucoup moins d'importance à vos succès ou à vos forces. C'est un peu comme faire d'une mouche un éléphant, tous les aspects négatifs, tout en minimisant vos propres réalisations positives. De plus, vous avez tendance à surestimer les qualités positives des autres tout en négligeant ou en dévalorisant les vôtres. Vous allez, comme on dit en anglais, ce mot n'existe qu'en anglais, catastrophiser. Ainsi, une situation inconfortable va devenir insupportable. Vous utilisez en permanence des superlatifs. Vous n'êtes plus triste, mais dépressif par exemple. Supposons que vous ayez fait une erreur lors d'une présentation au travail. Si vous généralisez, vous pourriez penser « Je suis terrible dans les présentations.
je ne réussirai jamais à bien faire une présentation. Ou après avoir reçu des compliments pour votre travail bien fait sur un projet, vous pourriez minimiser en disant « ce n'était pas grand-chose, n'importe qui aurait pu le faire ». Dans les deux cas, vous avez besoin de commencer à remarquer ces erreurs dans votre pensée et à chercher des faits qui prouvent le contraire et à utiliser un langage juste qui correspond à la bonne émotion. Et vous verrez que cela vous aidera à voir les choses de manière plus juste et réaliste. Septième distorsion, le raisonnement émotionnel. Dans celle-ci, vous allez croire que quelque chose est vrai sur la base de votre propre sentiment. Cela n'a absolument rien à voir avec l'intuition. Prenons l'exemple, le cas de Laura. Elle voit un groupe de ses amis discuter au loin et rire, et elle commence à ressentir de l'anxiété et de la tristesse et se dit « il rit, donc il se moque sûrement de moi ». En réalité, ses amis rient simplement d'une blague que l'un d'eux vient de raconter. Mais Laura, en se basant sur sa propre émotion, sur son raisonnement émotionnel, pense qu'il se moque d'elle. Laura a laissé ses sentiments guider sa pensée sans vérifier la réalité de la situation. Laura a besoin de prendre du recul et évaluer la situation de manière objective. Au lieu de tout le temps se laisser guider par ses émotions, elle doit chercher des preuves concrètes pour étayer ses suppositions. Doit ou devrait, c'est la 8e distorsion cognitive. Ce sont des pensées négatives identifiées par le psychologue Albert Ellis qui est américain. Il s'agit de pensées très rigides qui incluent souvent des attentes irréalistes ou des exigences envers soi-même ou les autres. Lorsque vous pensez à ce que les autres ou vous-même auraient dû faire, vous allez vous culpabiliser ou vous mettre en colère contre les autres qui auraient dû faire ci ou cela. C'est une distorsion cognitive importante, handicapante et courante, et je vous invite à la repérer. Quand Marie, maman de 3 enfants et employée de banque, pense « je devrais toujours être capable de préparer un repas fait à la maison pour ma famille, sinon je suis une mauvaise mère », vous voyez bien que cette pensée est une forme de devrait ou doit et met une pression irréaliste sur Marie. Marie doit d'abord, dans un premier temps, reconnaître sa pensée rigide et puis la questionner et enfin la remplacer par une pensée plus réaliste et comprendre qu'elle est une bonne maman, peu importe le type de repas qu'elle prépare. 9e distorsion, le piège de la gratitude. Voici la pire façon de pratiquer la gratitude. Et il y a ici 2 types de schémas de pensée. La première rejoint le doit ou devrait dont je viens de parler. Il est orienté vers nous-mêmes. Par exemple, Paul aime beaucoup son meilleur ami Pierre, qui l'a aidé énormément lorsqu'il a traversé une période difficile il y a quelques années. Mais malheureusement, Pierre se montre parfois en ce moment trop intrusif, intervenant dans la vie de Paul et ne respectant pas ses limites. Cependant, Paul se sent coupable à l'idée de parler à Pierre de son comportement, pensant « je devrais être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je n'ai pas le droit de me sentir agacé ou frustré. » L'autre piège de la gratitude est l'idée que les autres vous sont redevables. Cela signifie que vous avez tendance à penser que si vous faites quelque chose pour quelqu'un, cette personne doit obligatoirement vous donner quelque chose en retour. Et vous pouvez vous sentir blessé ou offensé si cette personne n'agit pas selon vos attentes. 10e distorsion cognitive, la personnalisation et le blâme. Dans cette distorsion, vous vous attribuez personnellement la responsabilité d'événements qui ne sont pas entièrement sous votre contrôle ou vous blâmez les autres pour des choses qui peuvent être partiellement ou totalement de votre responsabilité. C'est un piège cognitif qui peut vous mener à un sentiment d'impuissance, de culpabilité ou de ressentiment. Supposons que vous êtes en charge d'un projet au travail et que l'un de vos collègues n'arrive pas à respecter le délai pour une partie du projet. Si vous pensez « c'est de ma faute, j'aurais dû lui donner plus de temps ou l'aider davantage »,
Alors, vous faites peut-être preuve de personnalisation, vous vous attribuez la responsabilité de l'échec de votre collègue, même s'il y a de nombreux facteurs en jeu que vous ne comprenez pas. C'est un exemple typique de personnalisation. À l'inverse, Lucas, lui, est un étudiant qui vient d'échouer à un examen important et au lieu de tout de suite analyser ses propres habitudes de manière d'étudier et d'assumer totalement la responsabilité de ne pas avoir suffisamment révisé, il rejette la faute sur son professeur disant « C'est la faute du prof, ces questions étaient trop difficiles et il ne nous a pas assez préparés. » Dans les deux situations, il serait bénéfique de prendre du recul et de réévaluer vos pensées et vous pourriez vous demander quelle est la part de responsabilité, de ma responsabilité dans cette situation? Quel facteur était hors de mon contrôle? Et cela pourrait vous aider à avoir une perspective beaucoup plus équilibrée et réaliste de la situation. Alors, la distorsion cognitive, la 11e que l'on rencontre souvent, c'est toujours avoir raison. Et elle est très énervante. La distorsion cognitive, toujours avoir raison, se manifeste aussi dans la vie quotidienne. Prenons l'exemple de Sophie, une comptable. Sophie a vraiment une manière spécifique d'organiser ses fichiers et ses documents de travail. Alors, lorsqu'un nouveau collègue, Paul, rejoint l'équipe et lui suggère une nouvelle méthode d'organisation qui est très efficace, qui pourrait lui faire économiser du temps et des efforts, et Sophie va réagir immédiatement de manière défensive. Elle insiste sur le fait que sa méthode, c'est la meilleure et va refuser de considérer la proposition de Paul. Et malgré les nombreuses démonstrations de Paul montrant comment son système peut améliorer l'efficacité de leur travail, Sophie s'accroche fermement à sa conviction. Elle refuse de reconnaître que sa méthode pourrait être améliorée. Sophie a vraiment besoin de comprendre qu'insister pour toujours avoir raison peut vraiment entraver sa productivité et la coopération dans son équipe. Elle a besoin d'apprendre à écouter et considérer les suggestions des autres et à accepter qu'il y a toujours une place pour l'amélioration. En reconnaissant cette distorsion cognitive, Sophie peut commencer à modifier sa façon de penser et vraiment être ouverte, plus ouverte aux nouvelles idées. La 12e distorsion, c'est l'erreur de changement. L'erreur de changement est une distorsion cognitive dans laquelle une personne pense qu'elle peut changer les autres à sa guise ou en exerçant sur eux une pression suffisante. Par exemple, Clara est une fervente militante politique et s'efforce toujours de convaincre non seulement ses amis et sa famille d'adopter son point de vue. Elle est convaincue que si elle présente suffisamment d'arguments solides et de preuves, elle peut faire changer les autres d'opinion. Elle veut aussi que les autres soient d'accord avec elle. Et elle n'arrête pas de parler de ses opinions politiques, même lors de dîners en famille. Et ça crée des tensions et ça ne change pas vraiment l'opinion de sa famille. En effet, Clara commet ici l'erreur de changement. Ce qu'elle doit comprendre, c'est que les opinions politiques sont souvent enracinées dans des valeurs personnelles et des expériences de vie profondes qui ne sont pas facilement modifiées par des arguments très logiques. Au lieu d'essayer d'imposer ses opinions, Clara pourrait bénéficier d'une approche plus ouverte, respectant les points de vue des autres et favoriser un échange d'idées constructif. 13e distorsion cognitive, l'erreur d'équité, c'est la croyance irrationnelle que la vie devrait être juste. Vous allez supposer qu'il existe une sorte de système universel de justice et d'équité et que ce système doit toujours être respecté. Vous pensez que tout le monde devrait être traité de manière égale et que tout devrait être juste. C'est en quelque sorte le monde de oui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et ça peut vous conduire à de la frustration, de la colère, voire de la dépression lorsque les choses ne se passent pas comme vous pensez qu'elles devraient se passer. Voici un exemple pour illustrer cette erreur cognitive. Thomas est un employé de bureau dévoué. Thomas est toujours à l'heure, travaille très dur, respecte les règles de l'entreprise. Il constate pourtant qu'un de ses collègues, qui est souvent en retard et qui fait moins d'efforts que lui, est davantage apprécié par le patron. Et dans sa tête, Thomas a fait une erreur d'équité. Il pense que puisqu'il travaille dur et respecte les règles, il devrait être plus apprécié que son collègue. Lorsque cela ne se produit pas,
il ressent de la frustration et de l'insatisfaction. Mais ce que Thomas doit comprendre, c'est que le monde professionnel n'est hélas pas toujours équitable et que les gens ont tous des critères d'appréciation différents. Au lieu de se concentrer sur ce qu'il considère comme une injustice, il pourrait chercher à comprendre les attentes de son patron et adapter son comportement en conséquence. Et moi, peut-être qu'à sa place, j'en ferais un peu moins et je déléguerais plus à ce fameux collègue. 14e et dernière distorsion cognitive, l'étiquetage. Alors, il y a deux types d'étiquetage. L'auto-étiquetage et l'étiquetage sur les autres. L'étiquetage, c'est quand on colle une mauvaise étiquette à quelqu'un ou à soi-même à cause d'une seule erreur. Vous allez avoir tendance à juger les gens ou dire les gens qui font cela sont comme cela. C'est comme si on jugeait une personne ou soi-même juste sur un seul faux pas. C'est souvent fait en utilisant des mots forts et chargés d'émotions qui peuvent ne pas être tout à fait justes. C'est par exemple Sabrina, femme au foyer, qui oublie d'acheter du lait lors d'une de ses sorties pour les courses. En conséquence, elle se dit « Je suis vraiment incompétente, je ne suis même pas capable de faire une liste de courses. » Ici, Sabrina s'étiquette elle-même comme incompétente à cause d'un simple oubli qui peut arriver à tout le monde. L'autre exemple d'étiquetage des autres est celui de Claire, une collègue de travail de Christine. Un jour, Claire oublie de répondre à un email important de Christine. Au lieu de comprendre que cela peut arriver à tout le monde, Christine l'étiquette immédiatement de négligente ou non professionnelle, ignorant peut-être tous les moments où Claire a été vraiment très efficace et réactive dans son travail. C'est une façon simpliste de la juger sur la base d'un seul comportement sans prendre en compte l'ensemble de son engagement professionnel. Ainsi, pour vous débarrasser de l'auto-étiquetage, considérez vos propres erreurs comme des incidents isolés et non comme une mesure de votre valeur en général. Concernant l'étiquetage des autres, évitez de juger rapidement sur un seul comportement. Comprenez qu'il y a peut-être d'autres facteurs en jeu. Alors j'appelle la voix des pensées négatives ou des distorsions cognitives Martine. Et en la personnalisant, cela me permet de la mettre à distance de moi et de ne pas croire à ses pensées. Mais souvenez-vous que Martine, cette voix des pensées négatives peut être très trompeuse. Elle peut vous pousser à interpréter les situations de manière biaisée, ce qui conduit à des distorsions cognitives. Ces 14 distorsions sont des pièges que votre esprit peut vous tendre. Mais maintenant que vous en êtes conscient, vous allez pouvoir facilement les contrecarrer. N'oubliez pas, votre esprit est un outil très puissant, mais c'est vous qui devez contrôler la direction dans laquelle il va. Ne vous laissez pas piéger par Martine. En domptant ces distorsions cognitives, vous allez faire un grand pas vers une vie plus sereine et positive. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi, téléchargez mon e-book gratuit. Il va vous fournir des conseils supplémentaires pour mettre à distance vos pensées négatives et éviter de tomber dans les pièges que vous tend Martine. Si vous souffrez de crise d'angoisse, je vous invite à consulter ma vidéo gratuite. Elle offre des astuces vraiment concrètes pour gérer ces moments difficiles tout en déjouant les pièges de cette distorsion cognitive. Enfin, si vous souhaitez un soutien plus personnalisé, je vous propose un appel de 45 minutes. C'est totalement gratuit, 45 minutes avec moi. C'est l'occasion d'approfondir votre compréhension des distorsions cognitives et de définir des stratégies adaptées à votre situation. Pour accéder à toutes ces ressources, il vous suffit de cliquer sur les liens disponibles dans la description sous la vidéo.